Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter les résultats financiers du troisième trimestre de LVMH. Ok, donc je vais à peu près commenter cet article-ci. On va revenir sur les états financiers. On terminera ici par l'évaluation de la compagnie. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous m'entendez très bien? Parce qu'on m'a dit ici que sur certaines vidéos, le volume était très bas. Ok, donc je pense que mon setup ici, j'ai pu arranger les choses. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux que les vidéos précédentes? Par exemple, la vidéo sur Alstom, paraît qu'on ne m'entend pas très bien. Ou bien la vidéo sur EuroAPI, on ne m'entend pas également très bien. Donc, est-ce que vous me confirmez que le volume est bon à ces niveaux? Donc, laissez-moi savoir en commentaire et je pourrais m'ajuster en conséquence. Et si ce n'est pas le cas, franchement, désolé, d'accord, parce que tout est correct ici au niveau, en tout cas chez moi, j'ai essayé de tout arranger. Donc, je vais essayer de voir à peu près comment est-ce que je pourrais faire. Donc, déjà, confirmez-moi en commentaire si c'est correct. OK? Donc, ensuite, on va commenter rapidement ceci. Alors, sans surprise, dans une économie mondiale qui a décéléré et sur des marchés où le fort rebond de la consommation post-Covid a fini par se normaliser selon la formule désormais consacrée, la croissance de LVMH, propriétaire d'Investir, bon, il faut qu'il le précise, ok, a ralenti durant les 3 mois d'été. Sur les 9 premiers mois, le chiffre d'affaires a atteint 62,2 milliards d'euros en progression de 10% après un effet devise négatif de 4%. Hors effet de change et périmètre, l'augmentation ressort à 4%. À 14%, excusez-moi. Sur juillet-septembre, les facturations de 19,86 milliards se sont accrues de 9% sur une base comparable, une augmentation proche de 10% anticipée pour le groupe et pour la division mode et maroquinerie par certains analystes. Donc, la croissance en Asie a ralenti, reflétant une base de comparaison plus exigeante en Chine, a commenté Rodolphe Ozun, j'espère que c'est comme ça qu'on le prononce, le nouveau directeur de la communication financière lors du webcast signalant aussi la normalisation de la demande en Europe. Parce qu'il faut voir qu'après la pandémie ici, LVMH a connu une période assez extraordinaire, d'accord, juste après la pandémie ici. Donc il y a une demande refoulée ici qui a été, il y a une demande ici qui a été refoulée, qui a été consommée ici, d'accord, notamment avec l'ouverture des frontières, etc. Également, vous avez également vu la croissance ici au niveau du secteur vin et spiritueux, notamment avec les, les fameux bourbons, si je ne me trompe pas, les cognacs, je pense bien, d'accord, donc je pense que c'est le cognac. Donc le Hennessy, c'est un cognac, c'est bien ça. Les volumes de vente étaient élevés, surtout aux États-Unis. Là maintenant, quand je dis là maintenant, actuellement, on assiste plutôt à un ralentissement, plutôt une normalisation. C'est ça que je dis, il faut souvent comparer à peu près entre 2019 et ce qu'on a présentement, histoire de voir si on a une croissance sur cette longue période de temps-là. OK? En prenant en considération que les années 2022 et 2021, ici, il y a des effets extraordinaires. OK? Le plus important pour moi, par exemple, si je suis actionnaire d'LVMH, c'est de voir si l'entreprise arrive à se maintenir au moins, non seulement au niveau du chiffre d'affaires, mais également au niveau des marges. OK? Donc, j'ai entendu également dire ici que oui, mais l'entreprise, les résultats sont inférieurs aux attentes des analystes. En réalité, il faut dire une chose. Les analystes n'auront jamais parfaitement raison. OK? C'est pas un jeu vidéo ici. D'accord? Donc, s'ils attendent 9% et que l'entreprise a 8%, franchement, croissance, est-ce qu'il y a eu de la croissance ou pas? Est-ce que la croissance accélère, décélère? C'est ce qui devrait vous intéresser. D'accord? Ici, généralement, on a tendance à accorder beaucoup d'importance aux éléments à court terme. D'accord? Il faut vous dire aussi que ces analystes auront tendance à augmenter ou à baisser ici leurs objectifs dans 2, 3, 4, 5 ans. Et ce qui doit nous intéresser, c'est 2, 3, 4, 5 ans à partir d'aujourd'hui. Et également, au-delà de tout cela, qu'est-ce qui drive la croissance aujourd'hui? Parce que dès le moment où on sait à peu près ce qui drive la croissance, donc les éléments, les vents favorables ici au niveau de la croissance, donc on pourrait anticiper, je dis bien, on pourrait anticiper ici la croissance future. Parce que généralement aussi, les gens ne commandent pas juste par hasard. Ok, ce n'est pas pour rien qu'au Japon ou en Chine, les produits d'LVMH se comportent très très bien. D'accord? Est-ce que ça va se comporter de la même façon, par exemple, dans des pays comme le Sud-Soudan? Je vous pose la question. Donc, vous voyez ici que la démographie a quelque chose à voir. Également, ici, le fait que
L'urbanisation également a quelque chose à voir, parce que ça m'étonnerait que les gens qui consomment des produits LVMH soient des gens qui habitent dans des villages. OK? La plupart du temps, ce sont des gens qui habitent dans des grandes villes qui ont un certain niveau de revenus. D'accord? So, il faut vous dire ici que très souvent, il est important de connaître à peu près le driver de la croissance ici. Parce que cette croissance, à tôt ou tard, elle finira par ralentir. OK? Et ça pourrait le ralentissement ici pourrait être temporaire ou durable. Donc, on doit à peu près toujours regarder ici qu'est-ce qui pousse les gens à consommer des produits de LVMH. OK? Pas juste dire que oh, c'est le luxe, ça continue à monter, etc. Non. D'accord? So, il faut réfléchir comme des analystes, enfin, comme des investisseurs à long terme. Parce que un investisseur à long terme, c'est également un analyste. Je ne suis pas en train de cracher sur les analystes, faites très attention. Parce que ce sont des personnes ici, elles n'ont pas le choix que de faire des prévisions à court terme. C'est ça que l'industrie veut aujourd'hui. OK? Elles n'ont pas le choix. Donc les prévisions seront revues à la hausse comme à la baisse. Tout ce qui nous intéresse quand on regarde l'estimation des analystes, c'est déjà l'estimation des prix. De prix, on s'en fout royalement. Si vous n'êtes pas capable de calculer à peu près la valeur d'une entreprise de vous-même, ne vous amusez pas à investir. Je le dis toujours. Vous avez bien vu le nom de la chaîne, c'est lisez vos rapports financiers. Personne ne fera ce travail-là à votre place. D'accord? Ce qu'on fait ici, par exemple, c'est pas pour rien que j'essaie de faire à peu près des vidéos, j'essaie à peu près de montrer la démarche que j'utilise et que j'utilise la méthode des comparables parce que je sais que c'est accessible à tout le monde. OK? Donc, le plus important n'est pas souvent le chiffre final. Le plus important, c'est le raisonnement derrière ce chiffre-là. Et derrière tout ceci, tu sais que tu vas aller lire tes rapports financiers afin de trouver des éléments qualitatifs qui soutiennent ici la sous-évaluation de la compagnie. D'accord? So, il faut faire très attention. Maintenant, la croissance toujours soutenue au Japon. Par grand marché, la croissance interne a été ramenée de 34% à 11% en Asie non japonaise entre les deuxième et troisième trimestres et de 19% à 7% en Europe quand elle s'est améliorée marginalement aux États-Unis. Donc, techniquement, elle s'est améliorée aux États-Unis. C'est ce que ça veut dire, je pense bien. Négatif, le premier de 1% ici au courant du mois d'avril à juin. Donc, elle a été positive de 2% sur juillet à septembre, selon Jean-Jacques Guioni, qui déplore toutefois que ce mieux ne profite pas au cognac, dont les stocks diminuent lentement outre-Atlantique et en Chine. Mais il faut voir qu'il y a eu une commande assez élevée ici, tout simplement également parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la chaîne logistique. Donc, certains distributeurs ici ont anticipé, ont commandé énormément, d'accord, histoire de ne pas manquer de stock. OK? Donc, au Japon, la croissance s'est maintenue autour de 30%. On peut par exemple voir ici que pour ce qui concerne le cognac, c'est une situation temporaire. Si c'est une question, et vous allez voir ici que il y a toujours un effet stock ici. Il y a toujours un problème ici au niveau des stocks, au niveau des distributeurs. Donc, ça s'écoule lentement, mais tôt ou tard, ici, on reviendra à une certaine normalisation. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas de figure ici, par exemple, on peut voir que la situation liée au cognac, c'est temporaire. D'accord? Il faudrait comparer également les volumes entre 2019 et 2023. OK? So, je prends toujours 2019 parce que c'est avant la pandémie. OK? So, on continue. Par activité, la mode et maroquinerie toujours scrutée de près compte tenu de son poids dans le chiffre d'affaires, donc la moitié des ventes de LVMH, et de sa rentabilité. Sa croissance hors effet de vie s'est établie à 16% sur les 9 premiers mois et 9% au troisième trimestre. Est-ce que c'est... Donc, on voit ici que techniquement, la croissance ralentit par rapport aux 9 premiers mois ici, mais on est quand même dans une situation qui est un tout petit peu difficile. Je connais des entreprises qui aimeraient être à la place d'LVMH en date d'aujourd'hui. Donc, Louis Vuitton et Dior sont proches de la moyenne de la division. Céline et Loews sont au-dessus, a précisé aux analystes Jean-Jacques Guioni pour les marques européennes du groupe. Donc, si le déstockage opéré sur les deux grands marchés du cognac a pesé sur la division vin et spiritueux, moins 7% sur 9 mois et moins 14% ici sur juillet à septembre, les magasins DFS en Asie-Pacifique ont confirmé leur redressement au sein du pôle distribution sélective, grâce à la réouverture des frontières et à la reprise des voyages internationaux qui a profité aux touristes chinois, a souligné Rodolphe Ozun, citant en particulier Hong Kong, Macao et l'Amérique du Nord. Cette division a affiché une croissance interne de 26% sur 9 mois, comme au troisième trimestre. DFS a d'ailleurs annoncé la semaine dernière un projet de centre commercial géant sur l'île touristique de Hainan, j'espère que c'est comme ça que ça se dit, la nouvelle Hong Kong. Alors, si on va regarder à peu près maintenant au niveau des rapports financiers en eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des rapports financiers. En réalité, ici, quand tu as publié ces résultats financiers ici pour le
troisième trimestre ici, on a juste le chiffre d'affaires, on n'a pas d'information, pas grande information sur les volumes, etc. Voilà, on peut juste voir ici que la division, comme on mentionnait dans l'article ici, la division vin et spiritueux ralentit. Mais comme je l'ai dit tantôt, le plus important ici, ce serait d'écouter le conference call. Parce que je pense que c'est à ce niveau-là que se retrouvent les bonnes informations, surtout avec les questions des analystes ici. Ça vous permet ici à peu près de voir si LVMH anticipe de bonnes ou de mauvaises de bons ou de mauvais résultats dans les mois à venir. D'accord? Quel est l'état du marché en Asie, etc. Parce qu'on a un ralentissement en Chine, mais également le Japon se porte très, 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 très bien. Mais également, il faut voir ici si le Japon se porte bien par rapport à 2019. OK? Donc, est-ce que ça se porte bien ici? Parce qu'on a une réouverture totale ici. Donc, il faut aller regarder quelle est la raison derrière ici. Et j'espère qu'au niveau, il y a un analyste qui a dû poser la question. J'espère bien, d'accord? Quand je vais lire les rapports, le conference call ici, ou bien l'écouter ici. Et je rappelle toujours que vous avez la possibilité d'écouter le conference call ici avec l'application qu'on appelle Quarter. Je pense que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Donc, le Quarter, c'est ça. Quarter, c'est ça, là. D'accord? Vous pouvez utiliser ça pour écouter le conference call. D'accord? C'est totalement en anglais. Je vous ai toujours dit, si vous ne voulez pas... L'anglais ici, c'est la base quand vous commencez... si vous faites du stock picking. Dans tous les cas de figure... L'écoute est difficile au début, mais vous allez vous habituer. Ne sous-estimez pas votre cerveau, d'accord? Donc, pour ceux qui ont vraiment peur, ouais, mais c'est en anglais. Non, ça ne veut rien dire, d'accord? Vous pouvez comprendre ce qu'on dit à peu près ici. Et si vous n'arrivez pas, prenez à peu près la transcription ici et faites ici une traduction. Et parfois, la traduction, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte parce que traduire de l'anglais au français, c'est pas aussi évident que ça. Parfois, ici, quand vous allez traduire une phrase en français, ici, si elle est prise hors contexte, ici, ça ne sera pas la même chose, d'accord? Donc, le sens sera différent. Alors, au niveau des résultats ici de LVMH, qu'est-ce que je peux dire pour le mot de la fin ici? Ils sont corrects, hein, d'accord? L'entreprise continue à se maintenir au niveau du chiffre d'affaires. J'aurais bien aimé avoir des informations au niveau ici des marges, etc. Mais il y a de grandes chances que les marges se portent également très bien. LVMH a toujours montré que voilà, c'était une entreprise assez rigoureuse à ces niveaux-là. Maintenant, au niveau de l'évaluation, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse ici. Est-ce que c'est cher, moins cher? Est-ce qu'on doit acheter? Je vais vous montrer une chose. C'est un business assez prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. On peut voir ici que plus de 92% du temps ici, ils ont raison. D'accord? Non seulement en termes de free cash flow, mais également ici en termes de bénéfices nets ajustés. OK? Quoique les bénéfices nets ajustés même sont souvent moins... On a souvent tendance à se tromper ici à ces niveaux. Mais bon, c'est à peu près 25% du temps. Alors, on peut également voir ici, quand on dit ici, on se trompe 25% du temps. Quand on regarde ici le Analyst Scorecard, est-ce que c'est plutôt sur les dernières années? Donc, non. Sur les dernières années, on a tendance à avoir raison. Donc, ça datait de à peu près de 2018 par là. Donc, ça prend à peu près 10 ans ici. D'accord? Donc, il suffit juste qu'on se trompe ici 3 fois. Donc, quand on dit se tromper ici, ça veut dire que la marge d'erreur ici de 20%, par exemple, si les analystes anticipaient ici 10 $ et qu'on a plutôt eu 8 $, ils ont eu raison. D'accord? Si on a 7 $, ils ont eu tort. Donc, c'est à peu près ça que ça veut dire. OK? Donc, ici, c'est en euros. Donc, en termes d'évaluation ici, moi, j'aime faire simple. Réfléchissez en termes de rendement. On me demande de payer 733 $ ici aujourd'hui. 733 €. Une entreprise qui, selon les analystes, pourrait rapporter du 32,48 € d'ici décembre 2023. D'accord? On me demande de payer je vais mettre 734 €. Ça représente ici un rendement sur coût de combien? 4,42%. Ce qui veut dire que je paye presque cette compagnie-ci à 25 fois les bénéfices. Maintenant, payer une entreprise à 25 fois les bénéfices, c'est LVMH, on est d'accord. Mais ça dépend de la croissance à venir. 25 fois les bénéfices, il faut au moins qu'on ait à peu près une croissance aux alentours supérieure à 5% sur les années à venir. Maintenant, sur la croissance, il faut que j'aille regarder la taille du marché, ce genre de choses-là, ce genre d'informations, ok? Donc, on n'est pas également à l'abri d'une croissance, d'une acquisition de LVMH. Elle est championne ici pour faire ce genre de choses. Donc, ici, si on prend en considération les bénéfices de 2023, on a 4,42%. Mais on doit un tout petit peu extrapoler, essayer de voir à peu près, voilà, si on prend 2 ans à partir de 2023 ici, on me demande de payer 734 € ici, une entreprise qui pourrait rapporter à peu près 38,51 € d'ici 2025, si tout se passe bien. D'accord? Ça représente à peu près un rendement ici de 5,24%.
sur la totalité des bénéfices nets. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, 5,24%, ça représente à peu près un peu moins de 20 fois les bénéfices par là. Donc, est-ce qu'on pourra dire que LVMH est sous-évalué? Je dirais que LVMH est correctement évalué ici aujourd'hui. OK? Je pense pas que si on maintient le niveau, sur le niveau de revenu actuel, le niveau de marge, d'accord, et qu'on maintient à peu près une croissance moyenne aux alentours de 5 à 8% par là, c'est une entreprise qui pourrait totalement... Le prix actuel est juste correct. OK? Je ne l'ai pas pris à 25 fois les bénéfices. Je sais que le marché paye souvent des multiples bien plus élevés que ça, mais comme je l'ai dit, nous sommes dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent. Je ne sais pas pendant combien de temps ils vont rester à ce niveau-là, et de toutes les façons, ça aura un effet sur les entreprises. Donc, les multiples que je vais payer, il va falloir que je fasse attention. C'est bien beau de pouvoir parler ici, de vouloir payer du 25 fois les bénéfices, parce qu'à 25 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que le 38,51 ici, 38,51 ici de 2025, si on le met à 25 fois les bénéfices, ça représente à peu près 962 $ ici par rapport au prix actuel, 734. On va se dire que, oh ouais, on a une sous-évaluation ici, donc on pourrait faire 31, on pourrait avoir 31% ici à partir du prix actuel. Mais attention, ça dépend des multiples. C'est pour ça que j'aime souvent qu'on regarde les choses en termes de rendement. En termes de rendement, c'est 5% et plus. Et vous savez que nous, on recherche du 8%. Également, c'est du LVMH ici. Ne serait-ce qu'une croissance de 6 à 7% ici pourrait être assez intéressante au-delà de 2025. OK? Donc, au prix actuel maintenant, est-ce qu'on surpaye? Non. D'accord? On ne surpaye pas, mais ça ne veut pas dire également qu'on a un deal extraordinaire non plus. OK? Donc, rappelez-vous que LVMH vous a déjà proposé des prix d'acquisition aux alentours de 20 fois les bénéfices par là, peut-être même parfois un peu moins pendant plusieurs années ici. Mais chacun est libre de prendre la décision qui s'impose par rapport à son propre portefeuille ici. OK? Ça sont uniquement les éléments quantitatifs. Ça reste une très belle entreprise. Et je ne suis pas en train de vous dire, je sais même, de toute façon, le marché peut payer 25 fois, 30 fois, 40 fois les bénéfices. Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que personnellement, je m'arrête à 20 fois les bénéfices et je vous ai donné mes arguments. OK? Donc, on a une belle entreprise qui continue à bien se comporter. Écoutez les conférences calls, c'est toujours important. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le lien vers la top newsletter. D'accord? Vous avez également, en premier commentaire ici, épinglé le lien vers les top notes d'analyse ici. Donc, dans ces notes d'analyse ici, je partage généralement ici des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, m'intéressent. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je fais une petite note ici sur une entreprise en particulier. OK? Donc, essentiellement ici, des entités nord-américaines. Ça veut dire ici que vous prenez la note, vous la lisez. Si l'entreprise vous intéresse, vous allez faire vos propres recherches. Si vous avez des questions par rapport à X ou Y, on est là pour y répondre. OK? En supplément de ça, vous pouvez avoir accès à ma watchlist, d'accord? Donc la watchlist que j'utilise généralement parce que personnellement, je ne vais pas aller faire du screening. Vous savez que je ne fais pas de screening, d'accord? J'aime souvent aller regarder les entreprises par secteur d'activité. Très souvent, je m'intéresse aux secteurs d'activité qui ont tendance à être peu appréciés sur les marchés. Rappelez-vous, à une époque, on était sur le secteur technologique qui était très peu apprécié ici. Après ça, avant ça, on avait à peu près les entités... tout ce qui concernait ici les commerces de détail, etc. pendant la pandémie. Et actuellement, on a à peu près les entreprises ici dans le secteur les foncières sont très peu appréciées en date d'aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, toutes les entreprises qui se négocient à plus de 25 fois, 20 fois les bénéfices, qui ne rapportent même pas d'argent, tantôt ici également, et qui sont très endettées, seront très peu appréciées. D'accord? So, il est toujours important ici d'avoir une watchlist constituée d'entreprises extra qualitatives. Donc, c'est sur cette watchlist-là qu'on va aller chercher les opportunités. Donc, quand je découvre qu'une entreprise est très intéressante ici, je la mets directement dans ma watchlist. Et si j'ai fait une note d'analyse ici, de toutes les façons, vous serez au courant. Dans tous les cas de figure, je ne vous promets aucun rendement. Donc, je ne suis pas là pour vous dire tu vas faire du 20%, 30% par là. Non, pas du tout. D'accord? Vous faites le travail d'analyse derrière. Si vous avez des questions à poser sur le business en question, vu que moi également, j'aurais lu les rapports financiers, ben on en parle. C'est tout. OK? Ça ne sera pas juste des éléments quantitatifs ou etc. D'accord? Donc, on lit les rapports financiers, on écoute des conférences calls, je vous donne mon argument ici, mon hypothèse d'investissement ici. Et si ça vous intéresse, vous creusez un tout petit peu plus. De toutes les façons, vous avez 50% de discount en date d'aujourd'hui sur ce service-là. Le lien est dans la description de la vidéo. Également, pour les autres, pour ceux que ça n'intéresserait pas, vous avez la top newsletter ici où je partage généralement ici des analyses sectorielles. Rappelez-vous, j'ai envoyé direct, vous avez reçu ici l'analyse sectorielle ici concernant le secteur des boissons. OK? Tout ce que ce soit alcoolisé ou non alcoolisé. D'accord? On a même fait une vidéo dernièrement ici par rapport à ça. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.